Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes en rendez-vous avec la deuxième partie de notre sujet du mois, la TDA bien évidemment, et ses applications sur des cas bien réels. Donc sans trop parler, pour ne pas finalement gâcher ce que serait présenté, je vous laisse finalement avec notre conférencier du mois, Raphaël Tinarache. Raphaël, la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux me confirmer que vous voyez bien mon écran là? Oui, on le voit bien. Génial, super. Eh bien, c'est parti. Merci beaucoup pour l'introduction. Merci à tous d'être là. Je suis très heureux de vous présenter cette deuxième et dernière partie de ce séminaire sur l'analyse topologique des données. Et aujourd'hui, je vais enfin pouvoir vous présenter la théorie fondatrice, les mathématiques fondatrices de cette théorie. Et ça s'appelle l'homologie persistante. Alors, je vais commencer par vous rappeler un peu ce qu'on a vu la dernière fois. Je vais juste me mettre un petit chronomètre. La dernière fois, je vous ai dit qu'on pouvait adopter un nouveau point de vue sur l'analyse de données et qu'on pouvait essayer de s'intéresser à leur topologie, aux jeux de données. Il y avait cet exemple des molécules de cyclooctane. Si on générait plein de molécules de cyclooctane et si on les transformait en un point, on est en R72, en 72 dimensions, et ben on se rendait compte que ce nuage de points, il était en fait proche d'une sphère et d'une bouteille de Klein. Donc ça, c'était assez étonnant et ça veut dire des choses sur les lois physiques qui sont mises en jeu dans ces molécules de cyclooctane. Et donc, si on arrive à comprendre cette topologie, on arrive à comprendre des choses sur les molécules de cyclooctane, n'est-ce pas? Et pour comprendre la topologie, alors on est revenu un peu à la base, et je vous ai montré que les espaces topologiques, ça peut être très compliqué, et qu'une façon de les étudier, c'est les regrouper en classes d'homotopie. On regroupe les espaces qui sont homotopiquement équivalents. Et alors, on obtenait des gros groupes. Par exemple, là, ce serait le groupe de tous les espaces qui sont homotopiquement équivalents à un point. Donc, il y a ces deux lettres arabes-là, par exemple. Elles sont équivalentes à un point parce qu'on peut les rétracter sur elles-mêmes et obtenir un point. Il y en a qui sont plus compliquées topologiquement. Par exemple, cette lettre-là, eh ben, elle est homotopiquement équivalente à un cercle. Parce que si on retracte la partie du haut et la partie à gauche, eh ben, on obtient juste un cercle. On peut aussi avoir des classes qui contiennent plusieurs composantes connexes. Par exemple, cette lettre-là, eh ben, c'est la même chose que 2 points. Si on rétracte la partie du haut, on n'obtient que 2 points. Voilà, donc on a une infinité de classes de groupes d'espaces homotopiquement équivalents. Mais c'est un point de vue intéressant. Et une fois qu'on a ces espaces, ces groupes, eh ben, on définit des invariants topologiques. Donc les invariants topologiques, c'est comme des propriétés, des descripteurs des classes d'homotopie. Et je vous en avais présenté 3. Le nombre de composantes connexes, la caractéristique de l'aire et les nombres de Betti. Et rappelez-vous, je vous ai dit que les nombres de Betti, c'était beaucoup plus puissant que les deux là, parce que les nombres de Betti, ils contiennent déjà, en quelque sorte, le nombre de composantes connexes et la caractéristique de l'aire. Et alors, je vous ai ensuite donné... On n'a pas construit les nombres de Betti, hein, je vous ai juste dit qu'ils existaient, mais je vous ai donné l'interprétation fondamentale. Par exemple, il y en a un nombre infini de nombres de Betti. Le premier, eh ben, il est exactement égal au nombre de composantes connexes de notre espace. Et vous pouvez voir ici que ça fait soit 1 ou 2. 1, c'est les espaces qui sont connexes, les espaces qui sont en un seul morceau. Et 2, c'est pour les espaces topologiques qui sont en 2 parties, en 2 composantes connexes, par exemple ici. Bêta 1, ensuite, le premier nombre de Betti, c'était le nombre de trous, le nombre de cercles qu'il y a dans notre espace. Par exemple, un cercle, bêta 1, il vaut 0. 2 cercles, bêta 1, il vaut 2. Et donc la sphère, elle n'a pas de trou de dimension 1, mais elle a un trou de dimension 2. Et ça, c'est calculé, c'est par bêta 2. Et vous pouvez voir, la sphère, c'est la seule qui a un trou de dimension 2, en quelque sorte. Voilà. Et donc, ces nombres de Betti-là, c'est très intéressant parce qu'ils nous donnent beaucoup d'informations sur nos espaces topologiques de manière très résumée. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Le problème, c'est que dans la vraie vie, si vous faites une expérience scientifique, si vous avez un jeu de données, et ben, très souvent, c'est un jeu de données fini. C'est un nuage de points. On n'a qu'un nombre fini de points. Ici, je l'appelle X. C'est un sous-ensemble du plan. Et vous voyez que ce nuage de points-là,
on a l'impression qu'il est proche d'un cercle. Et on aimerait dire que on aimerait retrouver ce cercle juste à partir de x. Ça, c'est pas une question facile. Réussir à trouver ce qu'on appelle l'objet sous-jacent, l'espace sous-jacent. Et ce qu'on voudrait faire grâce aux invariants topologiques, en fait, ça serait comprendre les invariants topologiques de l'objet sous-jacent. D'accord? Parce que si on a accès à ça, alors on a des informations intéressantes sur notre jeu de données. Et ben, c'est exactement ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Comment réussir à calculer les invariants topologiques de l'objet sous-jacent au jeu de données. Et alors, pour faire ça, il va falloir premièrement qu'on définisse les nombres de Betti, parce que je ne vous l'ai pas présenté la dernière fois. Et pour les définir, il va falloir étudier une théorie qu'on appelle l'homologie. L'homologie simpliciale ici. Alors, l'homologie, normalement, c'est un cours de mathématiques de master. Ce n'est pas des mathématiques faciles, mais j'ai quand même envie de vous le présenter pour que vous ayez une idée de à quoi ça ressemble. Peut-être que vous ne comprendrez pas tout, mais au moins vous verrez un peu la construction derrière, qui est une très belle construction. Une fois qu'on aura pu construire l'homologie et les nombres de Betti, eh ben, on pourra mettre ça en pratique. C'est la deuxième partie, inférence topologique. Comment calculer les nombres de Betti en pratique. Et vous verrez qu'il y a un problème qui va apparaître dans tout ça. Et pour nous aider, la théorie de l'homologie persistante va apparaître. Elle va résoudre tous nos problèmes. Et à la fin, on pourra terminer l'exposé avec des applications concrètes. Comment utiliser cette théorie en pratique. Alors c'est parti pour la première section. Laissez-moi vous expliquer ce qu'on va faire. On va définir ensemble, mathématiquement, précisément, l'homologie simpliciale sur le corps Z sur 2Z. Alors vous inquiétez pas, je vais tout définir. Homologie simpliciale, ça veut dire qu'on va créer une théorie pour les complexes simpliciaux. Les complexes simpliciaux, je vous rappelle, c'est la façon qu'on a de faire de la topologie sur ordinateur. Et en plus, on va la faire sur le corps Z sur 2Z. Et au final, ça va être tout simplement de l'algèbre linéaire, mais pas sur R, comme vous avez pu le faire, ou sur C, mais sur un nouveau corps, qui est le corps Z sur 2Z. Et alors, pour réussir à définir l'homologie, il y a plein de choses qu'il va falloir qu'on regarde. On va définir les chaînes, les opérateurs de bord, les cycles, les bords, et enfin les groupes d'homologie. Et avant tout ça, laissez-moi vous parler de la structure la plus importante d'aujourd'hui, c'est le groupe Z sur 2Z. Alors, vous vous rappelez peut-être, si vous avez fait de l'algèbre en cours, il y a une structure importante en mathématiques, c'est la structure de groupe. Un groupe, c'est un ensemble avec une loi de composition interne, qui va être l'addition ici. Le groupe Z sur 2Z, c'est pour un groupe qui a pour ensemble 0, 1. Il n'y a que deux éléments, c'est très simple. Et je vais mettre cette addition-là sur l'ensemble 0, 1. Donc 0 plus 0, ça fait 1. 0 plus 1 ou 1 plus 0, ça fait 1. Et 1 plus 1, eh ben, c'est égal à 0. D'accord 1 plus 1, ça ne vaut pas 2 parce que 2, il n'est pas dans l'ensemble. Il faut que je reste à l'intérieur de mon ensemble. Donc 1 plus 1, ça fait 0. Et vous pouvez vérifier que cette structure, cette addition vérifie les axiomes d'une structure de groupe. Donc voilà, c'est en quelque sorte le groupe le plus simple auquel vous pouvez penser. Il n'y a que deux éléments dedans. Une fois qu'on a ce groupe, on peut faire le groupe produit. Alors prenez un entier n, le groupe produit z sur 2z puissance n, en fait on prend plein de copies de n, de z sur 2z, et on fait le produit. Et en fait on peut décrire le groupe z sur 2z puissance n comme l'ensemble des n uplets, d'accord? N éléments, et chaque élément, c'est un vecteur en quelque sorte, avec n éléments. Chaque élément, c'est un élément de z sur 2z, d'accord? Donc on prend un vecteur avec n valeurs qui valent 0 ou 1. Et c'est encore un groupe, c'est-à-dire que je peux encore définir une addition dessus, et c'est très simple, je fais comme pour l'addition des vecteurs, la somme de deux n uplets, et ben c'est la somme coordonnée par coordonnée de ces n uplets. Alors en fait, on peut aller encore un peu plus loin. Z sur 2Z, on peut lui mettre une autre loi de composition interne, qui va être la multiplication. Et alors, un groupe muni d'une addition et d'une multiplication, c'est ce qu'on appelle un corps. Il y a encore plus de structures, on peut faire encore plus de choses. Et la multiplication, c'est la suivante. 0 par 0, ça fait 0.
0 par 1 ou 1 par 0, ça fait 0. Et 1 fois 1, ça fait 1. Voilà. Donc ça, vous pourrez le vérifier chez vous, vous pouvez me croire. Ça munit Z sur 2Z d'une structure de corps. Et quand on a un corps, c'est génial parce qu'on peut faire de l'algèbre linéaire. Et en fait, le produit là, Z sur 2Z puissance n, ce groupe-là, en fait, c'est un espace vectoriel sur le corps Z sur 2Z. C'est-à-dire qu'on peut définir une loi de multiplication externe. Voilà. Et donc tout ce que vous savez en algèbre linéaire, la réduction des matrices, les sous-espaces vectoriels, et ben ça marche pour les espaces vectoriels sur le corps Z sur 2Z. Alors, c'est parti pour faire un peu de géométrie. L'élément principal, l'objet principal, ça va être le complexe simplicial. Et je vous rappelle la définition qu'on a vue la dernière fois. Un complexe simplicial, donc c'est quelque chose qu'on utilise pour faire de la topologie sur ordinateur, hein. C'est un ensemble de sommets, déjà, qui est noté V ici, ce que vous voulez. Et sur cet ensemble de sommets, on va définir un ensemble de simplexes. Et un simplexe, en fait, c'est un sous-ensemble de l'ensemble des sommets. Il y a un axiome pour les complexes simpliciaux, c'est que si vous prenez un simplexe et un sous-ensemble non vide de ce simplexe, et ben ce sous-ensemble doit encore être un simplexe. Et quand on avait cette définition, on a pu aussi après définir la dimension d'un simplexe. La dimension d'un simplexe, c'est son cardinal moins 1. Donc, vous pouvez regarder cet exemple ici. K, c'est un complexe simplicial, et vous voyez que j'ai plein de sous-ensembles, qui sont des sous-ensembles en fait, de l'ensemble de sommets 0, 1, 2, 3. Les sous-ensembles avec un seul élément, bah, c'est les sommets. Les sous-ensembles à 2 éléments, c'est les arêtes. Et les sous-ensembles à 3 éléments, c'est les triangles. Et alors, on va se servir d'un truc aujourd'hui. Pour tout entier n, je vais définir K indice n, entre parenthèses. Ça va être l'ensemble des simplexes de K de dimension n. D'accord? Par exemple, K0, eh ben, c'est l'ensemble des sommets. Les simplexes de dimension 0. K1, c'est l'ensemble des simplexes de dimension 1, c'est l'ensemble des arêtes. Ça ressemble à ça. K2, je prends toujours ce même complexe simplicial, c'est l'ensemble des triangles. J'en ai qu'un seul, ici. Voilà. N'hésitez pas à m'interrompre quand vous voulez, s'il y a la moindre question. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces complexes simpliciaux maintenant? Je vais définir les chaînes. Alors, prenons toujours un entier positif. Les n chaînes de mon complexe simplicial K, c'est défini comme l'ensemble des sommes formelles de simplexes de dimension 1 de K, de dimension n, avec coefficient dans Z sur 2Z. Alors, c'est une définition un peu bizarre. En fait, on se permet de prendre des simplexes et de faire leur somme. En fait, on fait des combinaisons linéaires, et les coefficients de cette combinaison linéaire sont dans Z sur 2Z. Donc, c'est 0 ou 1. D'accord? Alors que c'est quelque chose d'abstrait, hein, mais qui marche très bien. Prenons un exemple ici. Je prends un complexe simplicial avec seulement 3 sommets et 2 arêtes. D'accord? Il y a le sommet 0, 1, 2, et puis l'arête 0, 1 et 0, 2. Qu'est-ce que c'est les zéro chaînes? Les zéro chaînes, c'est les sommes de sommets de K. Donc par exemple ici, j'ai pris un seul sommet, c'est le sommet 0. C'est une zéro chaîne. Si je prends le sommet 1 et le sommet 0, je fais leur somme, et ça me donne encore une zéro chaîne. Voilà. Et au final, on a tout ça comme zéro chaîne possible dans K. Et la chaîne 0, là, étant la chaîne qui contient rien. Les une chaîne, qu'est-ce que c'est? C'est les sommes d'arêtes. Donc soit je prends aucune arête, soit j'en prends une, celle qui est à gauche, soit celle qui est à droite, et soit je prends les deux. Voilà. C'est un objet algébrique, abstrait. Ça s'appelle les chaînes. Et en fait, l'espace des chaînes, on peut le munir d'une structure de groupe. Si je prends deux chaînes, des sommes formelles de simplexes, je peux définir leur somme comme étant la somme coordonnée par coordonnée, encore, des simplexes. Et en fait, on peut voir qu'on peut aussi munir les chaînes d'une structure d'espace vectoriel sur Z sur 2Z. Alors, laissez-moi vous donner un exemple. Je prends toujours ce même complexe simplicial, avec 3 sommets et 2 arêtes, et je vais sommer cette première chaîne ici, qui contient le sommet 0 et le sommet 1, et cette deuxième chaîne, qui contient le sommet 0 et le sommet 2. Et vous pouvez voir sur ce dessin
que la somme des deux, c'est les deux sommets du haut. Pourquoi c'est vrai? Pourquoi est-ce qu'il a disparu le sommet du bas? Parce que si vous développez cette somme, c'est commutatif, hein. On commence par sommer 0 et 0. Ensuite, on ajoute 1, on ajoute 2. Mais 0 plus 0, ça fait 2 fois 0. Et 2, il est égal à 0 dans z sur 2z. Rappelez-vous, z sur 2z, c'est le corps avec juste deux éléments. Et 1 plus 1, ça fait 0. Donc en fait, on a fait disparaître 0 en l'additionnant avec lui-même. Un autre exemple? Non, pas d'autre exemple. On va directement passer à la notion suivante. Ça s'appelle l'opérateur de bord. Alors, toujours en entier plus grand que 1. Je prends un simplex de dimension n dans mon complexe simplicial et je vais définir son bord. Son bord, ça va être une chaîne de dimension n-1, et elle est définie comme étant la somme de ses faces. Je prends un simplex, je regarde toutes ses faces, c'est-à-dire tous ses sous-ensembles de dimension n-1, et je les somme. En fait, ça me donne du coup le bord des simplex, et je peux l'étendre à toutes les chaînes, et ça me donne une application linéaire qui va des chaînes de dimension k, n, vers les chaînes de dimension n-1. Laissez-moi vous donner un exemple encore. Je prends le complexe simplicial du début. C'était 4 sommets, 5 arêtes et un triangle. Et je voudrais connaître le bord de l'arête 0,1. Le simplex 0,1, ses faces, c'est 0 et 1, les sommets. Et donc tout simplement, le bord de 0,1, je le note avec un delta ici, c'est 0 plus 1. J'ai sommé ses faces. Un autre exemple, quel est le bord de la chaîne qui est composée de ces 3 arêtes? Donc, comme j'ai étendu mon opérateur par linéarité, le bord de cette somme, c'est la somme des bords. La somme des bords, j'ai 0, 1, ça me donne 0 et 1. 1, 2, l'arête 1, 2, ça me donne 1 et 2. Et 2, 0. Et regardez que 0, il apparaît 2 fois. 1, il apparaît 2 fois, et 2, il apparaît 2 fois. Et comme 2 vaut 0, en fait, tout disparaît. Et donc, le bord de cette chaîne, c'est 0. Un autre exemple de dimension 2 maintenant, je prends le simplex 0, 1, 2. C'est un triangle. Il a 3 faces, les 3 arêtes, 0, 1, 1, 2 et 0, 2. Et donc, son bord, par définition, c'est la somme de ses faces. C'est ce truc-là. Alors, il y a une propriété très, très intéressante avec cet opérateur de bord. C'est que si je prends un simplex, ou même une chaîne, et que j'applique 2 fois l'opérateur de bord, ça fait 0. Ça marche pour n'importe quelle chaîne. Si je prends ce triangle, par exemple, au départ, son bord, c'est ces 3 arêtes. Et si je reprends le bord de ces 3 arêtes, comme on a vu, ça fait 0. Et en fait, ça, c'est parce qu'on pourrait faire une démonstration, hein, parce que quand on prend le bord du bord, tout apparaît 2 fois au final. Et donc, tout disparaît. Alors voilà, ça c'était pour l'opérateur de bord. Maintenant, je vais encore définir quelque chose de nouveau. Ça s'appelle les cycles et les bords. Alors, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? On a construit des espaces vectoriels. C'est l'espace des chaînes. Ça, c'est l'espace des chaînes de dimension n plus 1, de dimension n, de dimension n-1. Et entre chacun de ces espaces vectoriels, on a défini des applications linéaires, qui étaient les opérateurs de bord. Et les applications linéaires, vous savez peut-être que c'est intéressant de regarder leur noyau et leur image. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Regardez cette application linéaire ici, delta n. Son noyau, ker, je vais l'appeler les n cycles. Et si on regarde l'application linéaire d'avant, delta n plus 1, son image, je vais l'appeler les n bords. Donc les n cycles, c'est un sous-ensemble des chaînes, et les n bords, c'est aussi un sous-ensemble des chaînes. Et je vous rappelle ici que le noyau d'une application linéaire, c'est l'ensemble des éléments qui ont pour image 0. Et que l'image d'une application linéaire, c'est l'ensemble des images par cette application. Ok, alors un exemple, je prends encore ce complexe simplicial ici. Quels sont les cycles? Les 1 cycles. Donc les 1 cycles, ça va être les 1 chaînes
de bord 0. Et ben en fait, j'ai regardé toutes les 1 chaînes possibles ici, j'ai calculé leur bord, et quand il valait 0, ce bord, je l'ai dessiné. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'on obtient ces 3 chaînes-là. Et puis il y a aussi la chaîne vide. Voilà. Et les 1 bord, eh ben, c'est les images des 2 chaînes par l'opérateur de bord. Et en fait, vous voyez que les 2 chaînes, bah, on a juste le triangle, on a un seul triangle. Et l'image de ce triangle, eh ben, c'est ces 3 arêtes. Donc on n'a que 2 1 bord. Voilà. Vous allez comprendre très vite à quoi ça sert tout ça. Et remarquez que les 1 bord, eh ben, ils font partie des 1 cycle. D'accord? Et en fait, ça, c'est un résultat. Les bords sont toujours un sous-ensemble des cycles. Et en fait, ça, c'est vraiment relié au fait que je vous ai montré tout à l'heure, que le bord d'un bord, c'est 0. Appliquer 2 fois l'opérateur de bord, c'est 0. On pourrait démontrer quelque chose comme ça. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais définir une relation sur les chaînes, d'accord? Prenez 2 chaînes dans l'espace des chaînes. Je dis qu'elles sont homologues, 2 chaînes, s'il existe un bord, d'accord, tel que la première chaîne est égale à la deuxième plus le bord. S'il existe B, tel que C égale C' plus B. Autrement dit, 2 chaînes sont homologues si elles sont égales à un bord près. Un exemple, vous voyez que cette chaîne-là, elle est égale à celle-là plus celle-là. Pourquoi est-ce que c'est vrai? Parce que si je fais la somme des deux, eh ben, celui du haut ici sur le côté, ils vont disparaître, parce qu'ils vont apparaître 2 fois, et je me retrouve juste avec ce triangle intérieur. Et ça, c'est un bord. On a vu tout à l'heure que c'était un bord, ce triangle. Donc, cette chaîne-là est égale à cette chaîne-là. Elle est homologue à cette chaîne-là. Et j'écris ça comme ça. Et alors, géométriquement, il y a une interprétation très importante de ça, c'est que si 2 chaînes, si 2 cycles sont homologues, alors ils représentent le même trou. Vous voyez que ce cycle-là, il entoure un trou dans notre espace, que ce cycle-là, il entoure aussi un trou, mais c'est le même en fait. Je peux déformer la première pour obtenir la deuxième. Donc vraiment, considérer les chaînes, les cycles à homologie près, c'est regarder exactement les trous sans les répéter. Et c'est grâce à cette interprétation qu'on va définir les groupes d'homologie. Alors, c'est la dernière. Ouais. J'ai pas compris comment on peut déformer la première pour avoir la deuxième. D'accord, très bonne question, merci. C'est parce que tu vois que ce premier cycle ici, c'est comme un lacet qui est dessiné. Le lacet, tu ne peux pas aller à l'intérieur parce que là, il n'y a pas de triangle. Mais le triangle du haut, il existe. Et donc, tu pourrais déformer un petit peu le lacet pour obtenir la deuxième. Tu vois? La deuxième, c'est comme un carré, et je pourrais la déformer comme ça et obtenir le triangle. Et réciproquement. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, merci. Super. Voilà. Donc, il y a cette idée de déformation qui dit qu'on veut vraiment essayer de comprendre les trous, mais sans les répéter. Et c'est exactement ce qu'on va faire ici. Je vous rappelle encore ce qu'on a fait. On a eu des espaces vectoriels, d'accord, qui étaient les chaînes. Dans chacune de ces chaînes, de ces espaces de chaînes, on a défini les cycles et les bords. Et alors, on a vu que les bords étaient un sous-espace des cycles, et en fait, c'est même un sous-espace vectoriel, un sous-espace linéaire des cycles. Et alors là, on va utiliser une construction importante en algèbre qui s'appelle l'espace quotient. C'est écrit là, quotient. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas ça, que vous le verrez plus tard. L'espace quotient, en fait, quand on a un espace et un sous-espace, on peut quotienter le premier par le deuxième. Et en gros, ça veut dire, dans le premier espace, tuer, effacer tous ceux qui sont dans le deuxième. Et alors ça, c'est ce qu'on va appeler le groupe d'homologie. Le nème groupe d'homologie de K, ça va être les n cycles quotientés par les n bords. Voilà. Bon. Il faut sûrement que vous me fassiez un petit peu confiance ici, parce que voilà, c'est une définition algébrique qui marche très bien. En plus, ça se calcule bien, mais comme vous voyez, voilà, ça fait intervenir beaucoup de notions mathématiques d'algèbre. En tout cas, il y a quelque chose qu'on peut dire,
rappelez-vous de la théorie des espaces vectoriels, un espace vectoriel de dimension finie, par le théorème de classification, un espace vectoriel de dimension finie est isomorphe au corps de base puissance un certain entier. D'accord? Et en fait, ici, ce sera un espace vectoriel même fini qu'on va avoir à faire. Donc, n'importe quel groupe d'homologie, en fait, il va être isomorphe à un certain z sur 2z puissance k. Et en fait, ce k, c'est-à-dire la dimension du groupe d'homologie, eh ben, c'est ce qu'on va appeler le nombre de Betti. Si mon groupe d'homologie vaut z sur 2z puissance k, mon nombre de Betti va être par définition k. Et voilà. C'est comme ça qu'on définit les nombres de Betti, comme la dimension des groupes d'homologie. Et alors, si on reprend encore ce complexe simplicial, vous voyez que le groupe d'homologie 0, H0, eh ben, c'est Z sur 2Z, ici je vous le dis. Et ben, quelle est sa dimension? Sa dimension, c'est 1. C'est Z sur 2Z puissance 1. Donc, bêta 0 va valoir 1. H1, c'est aussi Z sur 2Z puissance 1. Donc, son bêta 1 vaut 1. H2, c'est 0, donc je vais dire que bêta 2, c'est 0. Et voilà. Et enfin, une propriété importante, c'est que les groupes d'homologie, ce sont des invariants topologiques. C'est-à-dire que si j'ai deux espaces topologiques X et Y qui sont homotopiquement équivalents, alors ils ont les mêmes groupes d'homologie pour tout n. Et par conséquent, ils ont aussi les mêmes nombres de Betti, parce qu'ils auront les mêmes dimensions. Voilà. Groupe d'homologie et invariant topologique. Et donc voilà, ça c'est le dessin que je vous ai montré la dernière fois. On a plusieurs espaces topologiques et puis on a leur nombre de Betti. Et au-dessus, j'ai rajouté leur groupe d'homologie. Et vous pouvez voir que le nombre de Betti, c'est toujours exactement la dimension de l'espace vectoriel qui est le groupe d'homologie. Voilà. Alors, on a défini l'homologie simpliciale. Il y a une dernière chose dont je voudrais vous parler, qui s'appelle la fonctorialité. La fonctorialité, c'est une notion de théorie des catégories. La théorie des catégories, c'est une théorie qui nous permet de comprendre comment les objets mathématiques se relationnent entre eux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en fait? L'homologie, finalement, c'est quelque chose qui prend un espace topologique et vous donne un espace vectoriel. En fait, ça fait encore mieux que ça. L'homologie, imaginez que vous avez deux espaces topologiques et une application continue entre les deux. Eh ben, vous pouvez regarder leur groupe d'homologie. En fait, vous pouvez aussi transformer l'application continue en application linéaire. L'homologie transforme aussi les applications continues en applications linéaires. En gros, l'homologie, ça permet de transformer la théorie de la topologie en la théorie de l'algèbre linéaire. Et ça, c'est génial pour nous parce qu'on sait quand même beaucoup mieux manipuler l'algèbre linéaire que la topologie. Et c'est exactement pour ça qu'on fait ça. Et voilà, donc il y a une propriété importante qui s'appelle la conservation des diagrammes commutatifs, qui est écrite là. Bon, je n'ai pas besoin de vous en parler tout de suite, mais retenez ça. On peut transformer les espaces topologiques et les applications continues. Et alors, juste une remarque ici, c'est une théorie très très puissante qu'on vient de définir, l'homologie. Et en particulier, on pourrait démontrer en quelques lignes le théorème du point fixe de Brouwer. C'est un théorème très important en mathématiques. Et grâce à cette théorie de l'homologie, vous voyez, en quelques lignes, je pourrais le démontrer. Mais passons plutôt tout de suite à la deuxième partie. Alors, quel est notre problème maintenant en pratique? Je peux reformuler mon problème de la manière suivante. Supposons qu'il y ait un sous-ensemble de l'espace euclidien. Ici, c'est un cercle, d'accord? Et supposez que nous, ce qu'on observe, ce n'est pas ce beau cercle, mais c'est un échantillon fini, d'accord? Ça serait nos données à gauche, les données qu'on observe, et à droite, ça serait le comportement théorique des données. Quel est notre problème? Je voudrais, s'il vous plaît, que vous m'estimiez les groupes d'homologie de M, mais sans avoir M, seulement en ayant X. D'accord? Estimer les nombres de Betti, c'est équivalent. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? On pourrait essayer de calculer l'homologie de X,
et voir si ça correspond à l'homologie de M. Et malheureusement, pas du tout. Qu'est-ce que c'est l'homologie de X? Que sont ces nombres de Betty? Eh bien, bêta 0 de X, c'est 30. Parce que X a 30 points, d'accord? Et chaque point est une composante connexe, parce que X, il n'est pas connecté. Et après, les nombres de Betty de dimension supérieure, ils valent tous 0 parce qu'on n'a pas de trou. En fait, il n'y a pas de topologie intéressante dans X ici, c'est un espace discret. Et on est très loin de l'homologie de M, qui est une composante connexe et un trou. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour revenir à M? Eh bien, il y a une idée. Et cette idée, elle consiste à épaissir X, à grossir X. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour chaque T positif, je vais définir le T épaississement de X, et je vais le noter X puissance T. Par définition, c'est l'ensemble des points de l'espace ambiant, du plan ici, qui sont à distance au plus T de X. D'accord? Xt, c'est l'ensemble des Y, tel qu'il existe un X dans X, tel que la distance entre X et Y est plus petite que T. Alors, là, j'ai dessiné X005. J'ai pris X005, et vous voyez que X005, eh ben, c'est tous les points de l'espace qui sont 0,05 proches de X. Ça, c'est X01, c'est un peu plus gros. X02, X03, etc., 04, on continue. On peut prendre n'importe quelle valeur. Là, c'est pour une grande valeur. X09 égale 0,9. Et bien, il se passe quelque chose de très intéressant ici. Regardez. Il y a un moment, X03, qu'est-ce que c'est cet épaississement? Et bien, en fait, c'est un cercle. Topologiquement, vous voyez, c'est un anneau. Tous les points se sont connectés. Et un anneau, on a vu la dernière fois que topologiquement, c'était un cercle. Un anneau est homotopiquement équivalent à un cercle. Parce que cet anneau, on peut le rétracter comme ça, tout du long, et obtenir un cercle. D'accord? Donc en fait, topologiquement, on a réussi à retrouver M quelque part dans ces épaississements. Et en fait, ça continue. X04, c'est encore un cercle. X05 aussi. Il y a un moment où ça s'arrête. X09, là, bah, c'est une grosse boule. Une grosse boule, topologiquement, c'est pas un cercle. Une grosse boule, c'est juste un point. Parce qu'on peut tout rétracter au centre. Mais en tout cas, quelque part, dans cette... Raphaël, Ouais. pardon pour vous interrompre, mais j'avais une question par rapport au T. Comment on a pu dessiner l'ensemble des points qui sont loin de T, du point X d'une distance de T? Est-ce qu'on prend T dans l'échelle du rayon des points en considérant le rayon égal à 1? Alors en fait, il se trouve que l'ensemble des points à distance au plus t, c'est exactement faire des boules autour de chaque point en fait. Peut-être que je ne vais pas très bien expliquer ça, mais si tu prends un point dans l'espace et que tu veux regarder tous les points à distance au plus t, eh ben, ça te fait une boule autour de ce point. Et finalement, tous les points à distance au plus t de grand X, eh ben, c'est juste une union de boules autour de chaque point. Est-ce que c'est plus clair ou pas? Oui, mais la distance T, comment on arrive à la dessiner? C'est par rapport à quelle échelle? Comment est-ce qu'on choisit t? Oui, oui. Ah Par ben, exemple, comment on là-bas, choisit? il y avait une différence entre X03 et X09. Comment on définit cette Exactement. différence? Exactement. Et bah, très bonne question. C'est exactement le problème qu'on va étudier dans cette partie. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Tu vois, Ok. euh, je dis ici que, justement, il y a certains épaississements qui sont des cercles, topologiquement. 0,3, 0,4, 0,5. Il y en a qui n'en sont pas. Par exemple, 0,9. Si jamais j'avais accès à ces valeurs de t, eh ben, je pourrais retrouver l'homologie de M, parce que rappelez-vous, l'homologie, c'est un invariant topologique. Donc, calculer l'homologie de M, c'est la même chose que calculer l'homologie des épaississements correspondants. D'accord? Et maintenant, la question se pose. Comment est-ce que je fais pour trouver cette valeur de T, comme tu me demandes, effectivement. Ça va être la première question qu'on va étudier dans cette section. Et la deuxième question, c'est une fois qu'on a trouvé
une bonne valeur de t, et ben, comment je fais pour calculer le groupe d'homologie sur ordinateur, par exemple? Il faut quand même que je réussisse à le calculer au final. D'accord? Ce sera la question 2. Mais pour commencer, question 1. Estimation du paramètre t. Et ben, pour résoudre ce problème, je vais vous présenter quelque chose de très intéressant qui s'appelle la distance de Hausdorff. La distance de Hausdorff, c'est une distance entre sous-ensembles de l'espace euclidien. D'accord? Donc, il y a une définition ici, elle est un peu dure à lire, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est un max de sub de inf. Si vous prenez x et y de sous-ensemble, c'est mieux de les supposer compacts, on peut définir une distance entre les deux. D'accord? Et plutôt que vous faire comprendre cette définition-là, je vais vous présenter une propriété qui vous explique cette distance. En fait, la distance de Hausdorff entre x et y, ici x c'est le nuage de points et y c'est le cercle, elle est égale à la plus petite valeur de t, telle que x est dans le t épaississement de y, et que y est dans le t épaississement de x. Alors, par exemple ici, j'ai choisi t égale 0,3, j'ai dessiné le t épaississement de x, et vous voyez que le cercle est inclus dans ce t épaississement. Et réciproquement, le t épaississement de y, bah, c'est un anneau, un bel anneau, il contient le nuage de points, x. Donc, la distance de Hausdorff va être plus petite que 0,3. En fait, la distance de Hausdorff, par définition, par cette propriété plutôt, c'est la plus petite valeur de t qui vérifie cette propriété. Alors, pourquoi je vous parle de distance de Hausdorff? La question 1, c'était comment sélectionner un paramètre t tel que le t épaississement était homotopiquement équivalent à m. Ben, ça tombe bien, on a un théorème. Ce théorème nous dit exactement quel t choisir. Et regardez, on a x et m. En fait, il faut qu'on suppose quelque chose sur m. Il faut qu'il ait une portée strictement positive. Alors, la portée d'un sous-ensemble, c'est une notion géométrique qui indique, c'est un réel, qui indique à quel point l'ensemble est joli, si vous voulez. Je n'ai pas le temps de vous parler de ça, mais il y a une condition supplémentaire. Alors, le théorème vous dit que l'épaississement de x et m sont homotopiquement équivalents tant qu'on choisit t dans cet intervalle. L'intervalle, il fait intervenir la portée et la distance de Hausdorff. Et vous voyez que plus la distance de Hausdorff entre x et m est petite, plus l'intervalle est grand. Et donc, grâce à ce théorème, on peut trouver la valeur de t qu'il faut choisir pour retrouver m topologiquement. Et en fait, on a aussi une autre version de ce théorème, ça a été démontré un an plus tôt, qui dit un peu la même chose. Il y a une hypothèse supplémentaire là, c'est que m est une sous-variété. C'est encore une notion géométrique. Et on obtient en fait un autre intervalle où on peut choisir la valeur de t, qui est différent du premier. En fait, des fois le premier est mieux, des fois le deuxième est mieux. En tout cas, on a ces théorèmes-là de consistance. Et voilà, d'ailleurs, une petite remarque, je suis assez fier de ce transparent parce que dans ce premier théorème, il y a Frédéric Chazal qui était mon directeur de thèse. Et là, il y a Shmuel Weinberger qui était dans le jury de ma thèse. Et ça qui est sympa de faire des maths aussi, on est proche des acteurs de la théorie. Bon, la question 1 est résolue. Passons à la question 2, qui était comment calculer les groupes d'homologie de x, de xt, de l'épaississement. Là, on va revoir de quelque chose qui s'appelle une triangulation. Une triangulation, eh ben, c'est dans l'espace topologique, c'est un complexe simplicial qui est homéomorphe à notre espace topologique. Et en fait, on peut même avoir plus faible ici, un complexe simplicial qui est homotopiquement équivalent à notre espace topologique. Pourquoi on cherche ça? Par exemple, le cercle ici, si j'arrive à le transformer en complexe simplicial, eh ben, déjà, ils auront les mêmes groupes d'homologie et les mêmes nombres de Betti, mais surtout, c'est un complexe simplicial. Donc, je pourrais calculer sur ordinateur ces nombres de Betti. Alors, il faut qu'on fasse ça. Comment on fait pour trouver une triangulation d'un espace? Et alors, je vais vous présenter quelque chose qui s'appelle le théorème du nerf. En premier, je vous définis ce que c'est un nerf. Soit X un espace topologique, et considérer un recouvrement de X. Un recouvrement, eh ben, c'est une collection de sous-ensembles qui recouvre X. C'est-à-dire que si on fait leur union, on obtient X tout entier. Par exemple, ici, j'ai un cercle, et ben, je l'ai recouvert avec 4 ensembles. D'accord? Et ben, le nerf de ce recouvrement,
ça va être un complexe simplicial. Alors, la définition est un peu bizarre. En fait, c'est un complexe simplicial dont les sommets vont être les ensembles de ce recouvrement. Et on va ajouter des simplexes quand les ensembles s'intersectent. Qu'est-ce que ça veut dire? Les sommets, c'est abstrait, hein. Chaque sommet, en fait, va être un ensemble. Et j'ajoute un simplex quand les ensembles s'intersectent. U1 et U2 s'intersectent, donc je mets une arête. U2 et U3 s'intersectent, donc je mets une arête. Pareil pour 3 et 4, et pour 4 et 1. Et vous voyez que là, notre construction est finie parce qu'il n'y a pas d'intersection de plus que deux ensembles. Donc là, à droite, c'est le nerf du recouvrement de l'objet à gauche. Et vous pouvez déjà voir que ça ressemble à un cercle, ça. Ça, c'est un cercle. Autre exemple, avec nos épaississements. Regardez, ça, c'est le nuage de point X, et j'ai considéré X02. Et bien, en fait, l'épaississement a naturellement un recouvrement, le recouvrement étant en fait donné par chaque boule autour de chaque point. Et ben, je peux prendre le nerf de ce recouvrement et ça me donne ça à droite. Vous voyez que j'ai un point par boule et je connecte les points si jamais les deux boules s'intersectent. Et en fait, ici, il se passe quelque chose, c'est qu'il y a même des fois des ensembles qui s'intersectent tous les trois. Et dans ce cas, je mets un simplex de dimension 2. Des fois, ils s'intersectent à 4. Et donc, je mets un simplex de dimension 3. Mais on obtient encore quelque chose qui ressemble à l'objet à gauche. Là, c'est la même construction, mais pour t égale 0,3, le 0,3 épaississement. Et ben, ce qui se passe, c'est que j'ai des simplexes de plus grande dimension parce que j'ai des intersections plus compliquées, mais j'obtiens quand même quelque chose qui ressemble à un cercle à la fin. Et c'est exactement ce que vous dit le théorème du nerf, c'est un de mes théorèmes préférés en mathématiques. Ce qui vous dit, c'est que si chaque élément de votre recouvrement est une boule, comme ici, alors le nerf est homotopiquement équivalent à x. Et donc on a gagné. Le nerf, c'est un complexe simplicial qui, sous nos hypothèses, va être homotopiquement équivalent à x. Et donc on peut calculer l'homologie, les nombres de Betti de x, à partir de son nerf. Voilà. Et en fait, le nerf de l'épaississement, c'est ce qu'on appelle le complexe de Čech. C'est une notion importante en homologie persistante. C'est juste ce que je mets là. Voilà. Je prends un ensemble x. Čech x de t, c'est le nerf du t épaississement de x pour le recouvrement donné par les boules. Et voilà. La question 2 est résolue parce que maintenant, on donne ça à un ordinateur et il sait calculer les groupes d'homologie. On pourrait faire en fait toute une autre séance sur quels sont les algorithmes derrière. Hein. C'est aussi très intéressant, mais ce n'est pas le point aujourd'hui. Et voilà. On arrive à la troisième partie. Et pour vous introduire l'homologie persistante, laissez-moi résumer ce qu'on a fait dans cette précédente section. On avait un nuage de points et on voulait retrouver l'homologie de l'objet sous-jacent, qui était un cercle. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné une valeur de t telle que le t épaississement était l'objet qu'on cherchait. Là, le t épaississement, bah, c'est un anneau, c'est-à-dire un cercle. Et ensuite, on s'est demandé comment calculer les groupes d'homologie de cet épaississement. Et ben, on a dit qu'il suffisait de calculer le nerf. Et le nerf, c'est un complexe simplicial. Donc, a priori, on a gagné là. Sauf que non, c'est pas tout à fait la fin de l'histoire. Je vous ai un petit peu arnaqué. Et l'arnaque, elle est là. En fait, ces deux théorèmes, qui sont très bien en théorie, eh ben, ils sont un peu inutiles en pratique. Parce que ces valeurs-là, la distance de Hausdorff entre x et m, la portée de m, eh ben, ce n'est pas des valeurs auxquelles on a accès en pratique. Parce que m est inconnu. Nous, tout ce qu'on connaît, c'est x. Et donc, en fait, on ne pourra pas calculer ces intervalles. Et on ne pourra pas choisir un t à l'intérieur. Donc, en fait, le problème reste tout à fait ouvert. Alors, comment on fait pour s'en sortir? Et en fait, de manière générale, c'est une question assez compliquée d'estimer le paramètre quand on ne sait rien du tout à l'avance. Par exemple, je vous donne un dessin ici où vous voyez, c'est plein de points qui sont tirés le long d'un tore. Alors, de loin, ça se voit. Ok, c'est un tore. Sauf que, imaginez, on ne voyait pas le tore, on avait juste le nuage de points, ben, ça ressemblerait à un cercle, ça ressemblerait à un lacet. Et on ne saurait pas quelle valeur de t choisir. Est-ce que c'était plus un lacet ou est-ce que c'était plus un tore? En fait, l'idée de l'homologie persistante,
pour résoudre ce problème. C'est une idée qui a l'air très très bête, mais qui marche très bien. C'est, à la place de choisir une valeur de t, on va choisir toutes les valeurs de t en même temps. Et cette idée, donc c'est une analyse multi-échelle, on va considérer toutes les échelles, et ça va s'appeler la filtration de Check. La filtration de Check de x, c'est juste la collection de tous les épaississements pour toutes les valeurs de t. Alors, laissez-moi vous convaincre que ça peut être utile. Qu'est-ce qu'on va faire de cette collection? Donc là, c'est xt, je représente le 0 épaississement, le 0,1, 0,2, 0,3, etc., jusqu'à 1. Et en dessous, j'écris les groupes d'homologie. Alors, le groupe d'homologie H0, au début, il vaut z sur 2z puissance 100, parce que j'ai 100 points. Et plus j'avance dans la filtration, plus les boules se rassemblent, et moins j'ai de composantes connexes. Par exemple, ici, pour 0,1, j'ai plus que 5 composantes connexes, d'accord? Et pour 0,2, je n'ai plus qu'une seule. Tout s'est connecté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à t égale 0,2, j'ai un H1 qui vaut z sur 2z, d'accord? Le nombre de Betty bêta 1 vaut 1. Et donc, à cet endroit-là, j'ai bien l'homologie d'un cercle. Ce qui est logique, parce que j'ai un cercle, en fait, topologiquement. Ça continue, en fait, pour plusieurs valeurs de t sur tout un intervalle. Et puis, à un moment, voilà, je deviens une grosse boule, et puis mon homologie est plus intéressante. Et cette structure-là, on a encore quelque chose de supplémentaire. C'est que, rappelez-vous, en fait, ce qu'on a entre chacun de ces épaississements, c'est des applications d'inclusion. Les applications d'inclusion, c'est juste si un ensemble est un sous-ensemble d'un autre, j'ai une application qui va de l'un vers l'autre, qui est l'inclusion. Et ces applications d'inclusion, on peut les transformer grâce à la fonctorialité de l'homologie en application linéaire entre les groupes d'homologie. C'est la propriété sur laquelle je suis passé un peu rapidement tout à l'heure. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'en fait, si j'applique l'homologie à ma filtration, j'obtiens une suite de groupes d'homologie et des applications linéaires entre elles. Et cette structure-là, des groupes d'homologie et des applications linéaires, c'est ce qu'on appelle un module de persistance. Et c'est vraiment la définition que vous pourrez trouver des modules de persistance. Un module de persistance, par définition, abstraite, c'est tout simplement une famille d'espaces vectoriels sur Z sur 2Z et des applications linéaires entre ces espaces vectoriels. D'accord? Et il y a deux axiomes ici pour s'assurer que tout marche bien, que je ne vais pas lire. Mais voilà, c'est juste l'abstraction de cette idée de prendre une suite croissante de sous-espaces et de prendre leur homologie. Alors pourquoi on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on s'amuserait à étudier une structure abstraite algébrique? Parce qu'en fait, cette structure contient plein de choses très intéressantes. Et notamment, ce qu'on peut faire, c'est suivre l'évolution des trous. Par exemple ici, vous voyez que si je regardais son groupe d'homologie, je verrais deux éléments. Je verrais le grand trou ici, et ce petit trou. En fait, ce petit trou, il ressemble plus à du bruit. Ce n'est pas une information très intéressante. Alors que le grand trou, ça, c'est vraiment le trou du cercle sous-jacent qu'on essaye d'estimer. Et grâce à notre structure de module de persistance, on peut regarder ce qui se passe un peu plus loin. Et vous voyez que si je grossis un peu mon épaississement, ce trou a disparu. Et ça se traduit en fait algébriquement comme une application linéaire entre le groupe d'homologie de lui et le groupe d'homologie de lui, qui va envoyer ce cycle sur 0. Alors que, regardez, ce grand cycle-là, avant qu'il disparaisse, il faut attendre sacrément longtemps quand même. Il faut en fait que tout se rejoigne au milieu. Et en fait, cette durée de temps, cette durée de vie, c'est ce qu'on appelle la persistance. La persistance d'un cycle, c'est exactement combien de temps il faut attendre avant qu'il disparaisse. Et ça, on peut en fait le résumer de manière très agréable dans quelque chose qui s'appelle un diagramme de persistance ou un code-barre. Je vais utiliser le point de vue code-barre pour commencer. Il y a un théorème de Crowley-Beauvais, il y a quelques années. Il a démontré qu'un module de persistance, sous certaines hypothèses, il peut être décomposé en module intervalle. Alors, module intervalle, c'est une autre notion en algèbre persistante. Mais en gros, à partir de cette décomposition,
on peut obtenir un code barre. Un code barre, c'est un ensemble d'intervalles qui va décrire le module de persistance. Donc en fait, ça marche comme ça. Si je parle d'un module de persistance V, il a un code barre, d'accord? Ça ressemble à ça, une suite d'intervalles. Et j'en déduis une représentation graphique. Je représente chaque intervalle les uns à côté des autres. Et alors, il y a une super interprétation de tout ça. Laissez-moi vous montrer. À gauche, j'ai un nuage de points et je le fais grossir, d'accord? Je fais grossir l'épaississement. Et à droite, j'ai juste dessiné son barcode. En rouge, c'est le barcode H0 de bêta 0, si vous voulez. Et à droite, c'est le barcode H1. Donc en haut, c'est les composants connexes, en bas, c'est les trous. Alors qu'est-ce qu'on peut lire sur ce barcode? Eh ben, en fait, ce qu'on peut lire, c'est à chaque instant, on peut lire l'homologie de notre espace. Par exemple, ici, vous voyez que j'ai un cercle. Donc, j'ai une composante connexe et un trou. Et ça se voit parce que j'intersecte à ce moment-là une barre rouge et une barre verte. Et j'avance un petit peu, vous voyez que j'ai qu'une seule barre rouge et qu'une seule barre verte sur toute cette plage de temps. Et à un moment, les boules vont se rassembler et la barre verte va disparaître parce que j'aurai plus de trou. Mais j'aurai encore une composante connexe. Ce que je peux voir aussi, c'est l'homologie de mon espace à d'autres moments. Par exemple, ici, regardez, je vois que j'ai une seule composante connexe et je vois que j'ai deux trous. Et où est-ce qu'ils sont? Il y en a un là et un là. Mais ces trous, c'est des petits trous. Et en fait, ils vont disparaître assez rapidement. Vous voyez, si j'avance encore un petit peu, hop, ils ont disparu. Et on peut voir que ce sont des cycles avec une petite persistance parce qu'ils correspondent à des barres petites. Alors que ce cycle-là, il correspond à une grande barre. Et c'est exactement ça qu'on peut lire sur un barcode. On peut lire son homologie à chaque instant, mais surtout, on peut lire comment elle évolue. Et on peut lire qu'est-ce qui est le plus important. Parce que moi, quand je vois un barcode comme ça, je vois une grande barre rouge, une grande barre verte, je me dis, j'ai bien l'impression que c'est un cercle, ce jeu de données. Parce qu'il a une composante connexe qui persiste et un cycle, un trou qui persiste. Et c'est exactement ce genre d'interprétation qu'on va utiliser en pratique. Alors, c'est le diagramme de persistance, d'accord? On met les intervalles les uns à côté des autres. Il y a une autre représentation de ça. Non, pardon, le barcode, le code barre, on met les intervalles à côté des autres. Une autre représentation que les gens aiment bien, c'est le diagramme de persistance. Le diagramme, c'est à la place de dessiner l'intervalle AB, vous dessinez le point AB dans le plan. Voilà. C'est vraiment tout à fait équivalent. Vous choisissez ce que vous voulez pour la représentation. Moi, je préfère les barcodes, personnellement, mais dans certains cas, c'est plus facile d'avoir des diagrammes pour visualiser. Voilà. Alors, il y aurait un troisième résultat important, un deuxième résultat important qui serait la stabilité. Mais on a déjà fait beaucoup de choses assez théoriques là. Je vais préférer passer tout de suite aux applications. Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça en pratique? Alors, je vous ai appris qu'en homologie persistante, ce qu'on peut faire, c'est à partir d'un jeu de données, considérer sa filtration de check, c'est-à-dire épaissir, regarder le module de persistance associé, décomposer ce module de persistance en intervalles, et on obtient à la fin un code barre. Et ce code barre, on l'interprète pour essayer de comprendre la topologie. Alors, je reviens à cet exemple qu'on avait vu la semaine dernière, c'était donc les molécules de cyclooctane. On a un grand nuage de points dans R72 et on se demande quelle est sa topologie. Et bien, je fais ça. J'applique l'homologie persistance et j'obtiens des codes barres. Et qu'est-ce que j'obtiens ici? Et bien, une grande barre dans H0, une grande barre dans H1 et deux grandes barres dans H2. Et donc, un spécialiste de l'analyse topologique des données dirait, d'accord, on a l'impression que ce jeu de données vit sur un espace sous-jacent dont l'homologie est bêta 0 égale 1, bêta 1 égale 1,
et bêta 2 égale 2. D'accord? Et il se trouve en fait que c'est exactement l'homologie d'une sphère et d'une bouteille de Klein. C'est comme ça qu'ils se sont rendus compte, c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de trouver cette topologie-là. Ça marche vraiment très généralement. Si vous avez un nuage de points, vous pouvez faire cette méthode. Donc là, Raphaël, c'est... Ouais, une question s'il vous plaît. ouais. Euh, pour la sphère, on a pu déduire que c'est une sphère grâce au H2. Ouais, alors là, malheureusement, c'est pas une sphère et une bouteille de Klein à côté, c'est les deux se rentrent l'un dans l'autre. Et donc ça fait une topologie un peu bizarre, mais effectivement, la sphère, il y a Z sur 2Z qui correspond à la sphère, et il y a Z sur 2Z qui correspond à la bouteille de Klein. C'est comme ça, effectivement, qu'on a vu, qu'on a compris que c'est un objet de dimension 2. Exactement. Ok, merci. Là, je fais la même expérience avec un autre jeu de données, c'est les images naturelles. Rappelez-vous, c'est un autre jeu de données où on a pris plein d'images naturelles et on a extrait des imagettes, des patchs de taille 3 par 3. Donc, on a ensuite plongé tous ces patchs en dimension 9 parce que 3 par 3, ça fait 9 pixels en niveau de gris. Bah, c'est un vecteur en dimension 9. Et j'ai calculé, enfin, je représente ici les codes barres de ce nuage de points en dimension 9. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez qu'il y a une grande barre en H0, donc on a l'impression qu'on a une seule composante connexe qui est importante. H1, eh ben, je trouve deux grandes barres. Donc sûrement que le nombre de Betty bêta 1 vaut 2. Et H2, bah pareil, j'ai une grande barre, et puis après, je vois, il y a un peu de bruit topologique, hein, mais ça, je l'oublie. J'imagine qu'en fait, bah voilà, ce serait ça l'homologie. Une composante connexe, deux trous de dimension 1 et un trou de dimension 2. Et à partir de là, on peut se demander, bah, quel espace topologique est à cette topologie-là? Moi, j'en connais deux, la bouteille de Klein et le Thor. Et ici, dans cette étude, eh ben, ils analysent un peu plus finement la situation et ils se rendent compte que c'est une bouteille de Klein qui est là-dedans. Et ils ont découvert ça grâce au code barre. Donc ça, c'est référence topologique et essayer de comprendre l'homologie. Mais en fait, grâce à l'homologie persistante, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et... Euh, une question s'il vous plaît. Ouais, bien Euh, sûr. comment ils ont pu faire la différence entre la bouteille? Entre le Thor et la bouteille de Klein? Très bonne question. Alors bah là, il faut utiliser d'autres techniques. Parce que l'homologie ne nous permettra pas de distinguer entre le Thor et la bouteille de Klein. Il faut être plus fin. Et pour faire ça, ils ont tout simplement essayé de trouver ils ont regardé leur nuage de points, dimension 9, et ils ont regardé si on pouvait dessiner, théoriquement, hein, grâce à des calculs, en fait, ils ont essayé de plonger la bouteille de Klein, ils ont essayé de plonger le Thor comme des complexes simpliciaux, ils ont essayé de trianguler l'espace, en fait, et ils ont essayé de voir si c'était plus une bouteille de Klein ou un Thor qui apparaissait dans les données. Donc ça, c'est des méthodes plus précises. D'accord, merci. Avec plaisir. Je vous ai présenté ça la dernière fois. Quand on s'intéresse à la distribution de matière dans l'univers, il y a un problème qui arrive très vite. C'est que on ne sait pas trop de quelle dimension c'est l'univers. Et quand je dis ça, je veux dire que la distribution de matière, on peut la voir comme plein de fils, voilà, d'étoiles qui se connectent les uns aux autres, mais on peut aussi le voir comme des cavités qui se forment comme des murs de matière, où on pourrait même imaginer l'espace comme des zones de dimension 3. En fait, il y a cette notion de multi-échelle quand on étudie ce qu'ils appellent le cosmic web. Et ça tombe bien parce que l'homologie persistante, c'est justement une théorie qui permet d'étudier à multi-échelle. Et donc là, dans cette étude, ils ont regardé les barcodes, les diagrammes de persistance de l'univers. Bon,
Du coup, c'est une distribution assez compliquée parce que c'est une topologie vraiment très complexe. Il y a plein de structures, il y a plein de filaments. Là, c'est les diagrammes de persistance représentés en échelle log. C'est un peu différent d'habitude, mais bon, ça, c'est une étude théorique et grâce à ça, ils peuvent essayer voilà, de comprendre la topologie de l'univers. Et ils sont arrivés à un résultat? Non, alors ça, c'est vraiment. Enfin, ils arrivent à des résultats. C'est encore le tout début de cette analyse-là. Ce qu'ils essayent de faire pour le moment, c'est qu'ils essayent comment dire, générer des modèles aléatoires de distribution et ils regardent si ça correspond à l'univers. En fait, ils essayent de comprendre comment se répartit la matière dans l'univers. Et pour comprendre cette répartition, cette topologie, ils regardent les diagrammes de persistance. Mais alors, c'est encore le tout début de ces études-là, hein. Tu vois, par exemple, ce papier-là, de Topology of the Cosmic Web in terms of persistent Bethe numbers, c'est une étude encore théorique, quoi. Ils proposent des idées théoriques. Donc, affaire à suivre. Ok. Cette idée de multi-échelle, c'est aussi très intéressant parce que ça offre une notion de classification hiérarchique. Vous savez peut-être que quand on demande un algorithme de classification de classifier quelque chose, il va vous donner des classes. Il va séparer le jeu de données en plusieurs classes. Mais des fois, ce qu'on aimerait, ce n'est pas des classes précises, mais plutôt comment se connectent les objets entre eux. Et ça s'appelle une classification hiérarchique. Ça s'appelle aussi smooth classification en anglais, je crois. Et donc là, c'est une expérience où ils regardent quelle est la connexion des neurones dans le cerveau. Et plutôt qu'essayer de classer les neurones, ils vont faire une classification hiérarchique. Ils voient comment se connectent les uns aux autres un par un. Et en fait, on obtient des comportements différents ici. Ah oui, donc le lien avec l'homologie persistante, c'est qu'en fait, l'homologie persistante en dimension 0, H0, c'est justement une classification hiérarchique en fait. Parce que vous vous rappelez, on grossit des boules une par une, et quand les boules se connectent, et bah, ça fait on merge, on rejoint deux composantes connexes. Et on peut voir grâce à ça des bulles qui se forment et une classification hiérarchique. Et en fait, ils s'en servent ici pour voilà, étudier, si vous voulez, la topologie du cerveau pour différents types de cerveaux et notamment certains cerveaux malades. Et ils se demandent si on peut détecter des maladies cérébrales par rapport à la topologie. Et notamment grâce à la classification hiérarchique qui est donnée par l'analyse topologique des données. Voilà. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur ça, mais il me semble que c'est un papier important. Alors, parlons un peu de machine learning. Est-ce qu'on peut faire de l'apprentissage avec tout ça? Le problème, c'est que les barcodes ou les diagrammes de persistance, eh ben, ce n'est pas des vecteurs, ce n'est pas des éléments dans l'espace euclidien. Donc, on ne peut pas directement utiliser un code barre pour faire du machine learning. Heureusement, vous connaissez peut-être cette méthode qui s'appelle le kernel trick. Le kernel trick, c'est quelque chose qui permet d'utiliser les méthodes classiques de machine learning, même quand on n'a pas de vecteur, mais quand on a quelque chose de compliqué comme un diagramme de persistance. Et donc, il y a plusieurs auteurs qui se sont intéressés à ce problème-là, comment définir un noyau. Et grâce à ça, eh ben, on peut faire du SVM, on peut faire de la PCA, on peut faire de la détection de rupture, avec des diagrammes de persistance, voilà, de la SVM topologique, si vous voulez. Et ça marche très bien, ça c'est très à la mode en ce moment. On peut même faire des réseaux de neurones avec les diagrammes de persistance. Il y a encore des études en ce moment qui essayent d'intégrer les diagrammes de persistance au réseau de neurones avec ce qu'on pourrait appeler des layers topologiques. Voilà. Et alors, une dernière application que je voudrais vous montrer, en classification. Alors, la classification, c'est un problème très important en analyse des données. Et là, c'est un jeu de données très marrant. C'est un grand nuage de points dans l'espace. Et alors, si on donne ça à un algorithme de classification, là, on a demandé 4 classes, bah, il nous renvoie ça, l'algorithme. C'est pas très intéressant. Nous, ce qu'on aurait voulu, c'est retrouver ces éléments géométriques, ces anneaux. Et en fait, on peut créer des algorithmes de classification basés sur la topologie, grâce à l'homologie persistante. Et le résultat de cet algorithme, bah, c'est ce que vous voyez en bas, là.
on arrive à retrouver les 4 anneaux. Donc ça, c'est vraiment très fort, je trouve. On peut aussi s'amuser à faire ça sur des formes 3D, par exemple des animaux. Grâce à ça, on peut classifier des triangulations d'animaux de manière très précise aussi. Et voilà, c'est la fin. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? Eh ben, l'homologie persistante, c'est quelque chose du coup qui nous permet de retrouver l'homologie de l'objet sous-jacent aux données, et c'est multi-échelle. Et en fait, j'ai pas eu le temps de vous expliquer ça, mais c'est aussi quelque chose de stable. On a des garanties théoriques sur les codes barres à la fin. Et il y a toute une expertise de la lecture des codes barres qui vous permet de déduire des choses topologiques des jeux de données. Et ça, c'est très intéressant dans la liste de données. Ça nous permet de faire plein de nouvelles découvertes. C'est un nouveau point de vue qu'on peut adopter. Voilà. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez suivre ce lien où j'ai donné l'année dernière, cette année, un cours de TDA où j'explique tous les détails mathématiques. Et voilà. Merci beaucoup à vous.